Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous parlais de Love and Death de Woody Allen, qui est un film qui parle d'amour, de mort, de guerre, et tout ça dans le contexte de la Russie. Eh bien, figurez-vous que cette semaine, on va parler exactement des mêmes thèmes, mais avec un traitement qui est radicalement différent. Car le film de la semaine n'est pas une reconstitution historique, comme pouvait l'être Love and Death. Non. Le film de la semaine, c'est un film d'animation, un film de marionnettes, réalisé par une Finlandaise, exilée en République tchèque. Si vous êtes prêt à découvrir un film sombre, et en même temps un film aux allures de conte de fées, un film d'animation clairement destiné aux adultes, alors je vous en prie, venez avec moi et découvrons ensemble Le Papillon de l'Oural de Katrina Liljeqvist. Kun kevät jälleen herättää taas kukat hummullein, niin linnut virttää lohdutuksen mulle laulelee. Tää alttari on kärsineen ja hauta uupuneen, jon kyynel helmin kukat itkee ilmoilleen. Jos tiedon saat sä armaani mun kuolemastani, ja tiedät missä sijaitsee mun lepopaikkani, niin ruusuveripunainen haudallein istutaan. Se kasvaa siinä aatteeni muistona. Alors je vous ai dit que le film, c'est un conte de fées, et je le pense sincèrement. Néanmoins, ce n'est pas la première chose que l'opinion publique finlandaise a retenue de ce film. Parce que oui, ce film, il a fait vraiment les gros titres des journaux, des tabloïds, sa réalisatrice, elle a été invitée sur des plateaux télé pour parler du film, pour parler des différentes polémiques que ce film a créées. Ces polémiques, vous pouvez vous en douter, elles ne sont clairement pas d'ordre cinématographique, malheureusement. En fait, ce qui a choqué dans ce film, c'est que Katrina Liljeqvist parle d'un sujet qui est absolument tabou, et ce sujet, c'est l'homosexualité présumée du maréchal Mannerheim. Je vais vous donner un petit peu de contexte, parce que je pense que la plupart d'entre vous ignorent complètement qui est ce fameux maréchal Mannerheim. Alors, Carl Gustav Emil Mannerheim, pour vous donner son nom complet, c'est un héros national finlandais. Alors Mannerheim, il est né dans une famille aristocratique suédophone, en Finlande, qui était alors grand-duché de Russie. Dès son entrée dans l'âge adulte, Mannerheim devient officier dans l'armée russe, et il le restera jusqu'en 1917, au moment de la Révolution d'Octobre. Mannerheim ensuite jouera un rôle de premier plan dans la guerre civile en 1918, qui divisera la Finlande entre les Blancs et les Rouges. C'est qu'en 1917, suite à la Révolution d'Octobre, la Finlande acquiert son indépendance. Et la question se pose de savoir quel va être le nouveau régime. Les ouvriers finlandais aimeraient vraiment que la Finlande s'allie à la Russie et devienne soviétique. Et comme vous pouvez imaginer, ce n'est pas du tout du goût de l'aristocratie en place, en particulier donc de la famille Mannerheim, et donc va s'ensuivre une guerre particulièrement sanglante, particulièrement meurtrière, alors que le pays a juste 1 an. C'est le camp des Blancs qui va gagner, donc le camp de Mannerheim, mais pourtant Mannerheim ne va pas jouer un rôle politique de premier plan dans l'entre-deux-guerres. En revanche, le moment où Mannerheim va vraiment s'illustrer, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, car il va jouer un rôle de leader à la fois politique et militaire, dans la guerre d'hiver et la guerre de continuation, les deux gros conflits qui vont opposer en fait la Finlande avec la Russie pendant cette période. Suite à la guerre, il deviendra président de la Finlande entre 1944 et 1946, et il se retirera de la vie politique pour raison de santé en 1946. Vous pouvez voir qu'avec une vie qui est aussi riche, et avec sa participation active à 3 événements essentiels des 30 premières années de vie de la Finlande, à savoir donc la guerre civile d'abord, la guerre d'hiver, la guerre de continuation, forcément Mannerheim c'est devenu un héros national qui est absolument adulé,
et du coup s'attaquer à son image, c'est très délicat. Et du coup, forcément, s'attaquer à son image, c'est très délicat. Et en même temps, c'est ce que fait Lilkvist avec ce film. Sans pour autant le nommer directement. En fait, son nom, il n'est absolument jamais prononcé pendant le film. Il est juste écrit, une fois, en cyrillique. Alors du coup, comment est-ce qu'on sait que c'est Mannerheim? Bon, c'est très clair. Déjà parce que sa marionnette, c'est une représentation très réaliste. Aussi parce que son rôle, c'est exactement le rôle qu'a joué Mannerheim pendant la guerre civile. Dans le film, il va raconter 2 périodes de la vie de Mannerheim. Tout d'abord, il va parler de son expédition en Asie centrale. En tant qu'officier russe, Mannerheim s'est rendu en Asie centrale, qui effectivement était à l'époque une région à l'importance géopolitique majeure. Ce que nous raconte le film, c'est pas vraiment son action politique là-bas, en Asie centrale, mais plus une rencontre intime. En fait, le film s'ouvre par Mannerheim, blessé, qui va être secouru par 2 hommes kirghizes, qu'on comprend être un père et son fils. Et tout de suite, entre Mannerheim et le fils, c'est un coup de foudre. Et Mannerheim décide de partir avec lui. Alors, ce jeune homme kirghize va devenir à la fois son serviteur et son amant. La femme de Mannerheim, jalouse, va vouloir récupérer son mari et va le faire revenir auprès d'elle à Saint-Pétersbourg. Le jeune kirghize parvient à rejoindre son amant, mais là ils sont séparés une 2e fois, parce qu'il va être le 2e gros thème du film, à savoir l'irruption de la guerre civile finlandaise, qui forcera Mannerheim à quitter Saint-Pétersbourg pour prendre une part active dans le conflit qui ravage son pays. Cette guerre civile va être une 2e séparation pour les amants, car Mannerheim va rejoindre le camp des Blancs et sera forcé à tourner le dos à son passé pour éviter les scandales. Quant au jeune kirghize, il va rejoindre le camp des Rouges, donc des ouvriers, auquel il aura le plus grand mal à s'intégrer. Alors je l'ai dit, le film a fait scandale. Et le scandale principal, c'est l'homosexualité présumée de Mannerheim. Alors cette homosexualité, elle tient plus de la rumeur, elle n'a jamais été véritablement avérée. Et du coup, forcément, c'est vraiment sur cet aspect que le film a été énormément attaqué, essentiellement par les conservateurs, qui refusaient que l'image de Mannerheim soit entachée par une quelconque réputation d'homosexualité. Et c'est en fait cet aspect-là que les polémiques vont s'arrêter. Et bon, il faut dire que Lilkvist, elle n'est pas allée de main morte pour représenter l'homosexualité de Mannerheim. En particulier dans une scène, elle va le travestir en le faisant porter un corset de velours rouge. Dans une autre scène, elle va vraiment dépeindre explicitement les rapports homosexuels entre Mannerheim et le jeune homme. Ces scènes, elles n'ont absolument rien de choquant. Mais en fait, homophobie mise de côté, c'est pas du tout ça qui désacralise l'image de Mannerheim dans le film. Ah oui, Lilkvist, avec le papillon de l'oral, elle a bien essayé de ternir la réputation de Mannerheim. Mais c'est pas sur son homosexualité qu'elle a fait ça. Absolument pas. Ça, c'est juste une partie histoire d'amour qui est représentée dans le film. Non. Là où elle a vraiment terni l'image de ce personnage, c'est finalement en le rendant beaucoup moins héroïque qu'on peut le décrire usuellement. Et en particulier, elle reporte les actes particulièrement violents qu'a mené Mannerheim pendant la guerre civile du côté des Blancs. Mais moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup plus en fait dans cette représentation de Mannerheim, qui en fait un humain très loin du stéréotype du grand guerrier à cheval. Ce quelque chose qui me touche, c'est que Mannerheim, il est représenté tout au long du film comme un personnage qui est finalement très passif, un personnage qui se laisse énormément porter par les événements, qui semble porter en lui une certaine nostalgie, une tristesse. En fait, je trouve que dans le film, Lilkvist, elle représente un personnage qui est complètement éteint. Car oui, honnêtement, moi la polémique, je m'en moque. Moi ce que je vois, quand je visionne Le Papillon de l'Oural, c'est un film qui est absolument magnifique. C'est un film qui est très bien réalisé, et c'est un film qui raconte une très belle histoire d'amour tragique, sur fond de guerre civile finlandaise. C'est aussi un film qui raconte l'évolution de ces personnages. Prenons tout simplement Mannerheim. Alors Mannerheim, on le voit au début du film, errer dans ces steppes d'Asie centrale, avec un bandage autour du bras,
on comprend qu'il est blessé, et Liljeqvist, elle utilise une astuce visuelle que moi je trouve très intéressante. Vous savez, Mannerheim, dans toutes les villes finlandaises, on va trouver sa statue à cheval. Eh bien Liljeqvist, elle reprend cette image. Sauf qu'en fait, plutôt que de montrer un Mannerheim à cheval, elle en fait une sorte de centaure. Et finalement, le corps de Mannerheim, donc le corps du cheval, c'est la malle de voyage de Mannerheim. Et je trouve ça vraiment très beau, ça marche. Ça rappelle l'image que tous les Finlandais vont avoir du maréchal Mannerheim à cheval, tout en la détournant, tout en faisant un personnage qui est très solitaire. Ça, j'aime beaucoup. Et ce personnage, il va évoluer. Il va évoluer au contact du jeune homme, dont il tombe amoureux. Il va évoluer lors de son retour à Saint-Pétersbourg, puis lors de son implication dans la guerre civile. De même, le Kirghiz lui aussi, il va passer d'un personnage qui semble assez triste au début du film, qui va muter, mais littéralement physiquement, car il va y avoir des ailes de papillon qui vont pousser dans son dos, d'où le titre du film. Et finalement, pour représenter l'amour et pour représenter la relation entre ces personnages dans le film, les marionnettes qui sont utilisées par Katrina Liljeqvist, elles vont jouer un rôle de premier plan. Ces marionnettes, moi je les trouve absolument magnifiques, elles ont des visages extrêmement expressifs. Regardez ce plan final où Mannerheim, pensif, nostalgique, semble repenser à son passé. C'est merveilleux, c'est vraiment une image qui est magnifique. La finesse de ces marionnettes, elle permet vraiment de représenter la variété des sentiments des personnages. Et elle permet aussi de représenter une certaine ambiguïté dans leurs relations. Car finalement, Mannerheim semble certes nourrir des sentiments forts à l'égard du jeune homme, mais en même temps, ces sentiments s'accompagnent d'une certaine domination. Parce que le jeune homme n'était pas que son amant, c'était avant tout son serviteur. Il imprime sur sa main sa propre marque, comme un sceau, comme une propriété, ce qui est quand même un acte extrêmement fort et extrêmement violent. Donc je l'ai dit, le titre du film, il vient d'une idée visuelle qui est utilisée par Liljeqvist pour montrer l'amour des deux personnages. Et cette idée, c'est de donner des ailes de papillon au personnage du jeune homme. Ces ailes, elles ne sont pas immédiatement présentes quand on le voit, donc dans les premières scènes. En fait, ces ailes, elles vont pousser par la suite. Donc on a les deux hommes qui sont ensemble, et la femme de Mannerheim a envie que son mari rentre. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui envoie une lettre. Et de l'enveloppe de cette lettre sort un ruban de dentelle qui va étrangler Mannerheim et qui va le tirer dans le ciel jusque chez lui à Saint-Pétersbourg. Elle va aussi agir directement sur le jeune Kirghiz en s'enroulant autour de lui pour former comme un cocon. Ce cocon sera déroulé par la suite par une joueur de flûte et va se dérouler un peu comme un serpent, vous savez, au son de l'instrument. Et va en sortir le jeune homme comme un papillon avec ses ailes. Et ces ailes, elles ont un rôle direct sur l'intrigue, parce que c'est elles qui lui permettent de voler à la rencontre de son amant à Saint-Pétersbourg. Mais leur utilisation va pas s'arrêter là, parce que Liljeqvist, par la suite, elle va nous montrer que la force de cet amour, qui est symbolisée par les ailes de papillon, elle est inutile face aux atrocités de la guerre. Un soldat blanc va tirer sur le jeune homme alors qu'il est en train de descendre d'une échelle. Et là, vous pensez qu'il va pouvoir s'envoler, mais non. Il chute directement et il tombe au sol. Et ce motif de la chute, on le retrouvera par la suite. Alors que le jeune homme a rejoint le camp des Rouges, en fait, ses ailes, elles vont être détruites alors qu'il va être tabassé, justement, parce qu'il porte la marque de Mannerheim, parce qu'il porte son amour. Et ses ailes, qui sont le symbole même de son amour, c'est elles qui vont être détruites en premier. Mais à la fin du film, le personnage tentera, avec ses ailes réparées, un dernier envol, depuis le haut d'une tour, pour rejoindre son amant. Et d'ailleurs, en fait, très intéressant, mais cette scène finale, elle est rapportée d'un fait réel, de ce jeune Kirghiz qui s'est jeté du haut d'une tour à Tampere pendant la guerre civile. Et ça, c'est justement le cœur de la démarche de Liljeqvist. Car avec ce film, comme avec certains autres de sa filmographie, en fait, elle essaye simplement de rapporter la mémoire orale de la ville de Tampere, en Finlande, donc qui est la ville dont elle est originaire. Et de cette mémoire orale, elle tire le récit de ce jeune homme qui a sauté d'une tour pendant la guerre civile, mais elle tire
plein d'autres choses, et en particulier par rapport à la face sombre de Mannerheim. Et tout ça, ce sont des bruits et des rumeurs qui circulent parmi les derniers survivants de la guerre civile, et que Liljeqvist a entendu dans sa ville, dans son quartier. Et pour faire cela, Liljeqvist, elle va s'appuyer sur la longue histoire du théâtre de marionnettes en République tchèque, et en particulier de sa dimension éminemment politique. Alors là, normalement, vous êtes un petit peu confus, parce que depuis le début, je vous parle de la Finlande, et je vous dis que Liljeqvist est une réalisatrice finlandaise, et maintenant, on commence à vous parler du théâtre de marionnettes tchèque. Eh bien oui, justement, il y a un lien. Parce que Liljeqvist, originairement, elle a travaillé en Finlande, dans le milieu du cinéma documentaire. Elle va vouloir, dans les années 80, se lancer dans le cinéma d'animation, et en particulier le cinéma de marionnettes. Et à cette époque, il y a vraiment un pays qui se démarque. C'est ce qui sera maintenant la République tchèque. Et donc Liljeqvist, elle va tout faire pour pouvoir quitter la Finlande, pour rejoindre Prague, et pour pouvoir étudier ce cinéma-là. Et finalement, après quelques années d'efforts, elle va réussir. Et maintenant, tout son travail cinématographique, il est fait à cheval entre les deux pays. La Finlande, dont elle est originaire et dont elle tire ses histoires, et la République tchèque, qui lui a donné sa technique et son savoir-faire. Et justement, une des caractéristiques de ce cinéma tchèque, c'est de construire des histoires qui oscillent entre l'intime et le politique. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans Le Papillon de l'Oural. L'aspect intime, qui est cette histoire d'amour contrariée entre ces deux hommes, mais qui est également la relation de Mannerheim avec sa femme, et de l'autre côté, l'histoire politique, l'histoire avec un grand H, à savoir dans ce contexte-là, la guerre civile. Et du coup, dans ce film, vont s'emmêler de façon extrêmement belle, à la fois la grande histoire, des histoires intimes entre les personnages, mais également les rumeurs d'une ville, et tout cela finalement représenté sur un mode très poétique, presque féerique. Mais oui, jusqu'à présent, je vous ai essentiellement parlé de l'aspect plus intime du film. Ce que je veux dire par là, c'est la relation entre les deux personnages. Mais oui, le film est un film éminemment politique. Et encore une fois, j'insiste, la dimension politique, ce n'est pas du tout d'avoir représenté l'homosexualité de Mannerheim, dont tout le monde se fiche. Non, l'aspect politique que je trouve vraiment intéressant dans son traitement du personnage de Mannerheim, c'est finalement très en rapport avec sa position dans la guerre. Parce que le personnage, alors déjà, il est montré en train de faire littéralement un pacte avec la faucheuse. La faucheuse qui va entraîner Mannerheim à tuer, à tirer sur des soldats communistes. Et cette scène, elle est très belle. Car à ce moment-là du film, aux yeux de Mannerheim, les soldats communistes ne sont rien d'autre que des cibles en carton. Des cibles qui peuvent être remplacées et échangées à loisir. Et cela, ça va de pair avec, dans un sens, l'indifférence de Mannerheim à ce qui est en train de se passer. Mannerheim qui semble distant, qui semble ne pas voir qu'il est en train d'évoluer dans une ville qui est à feu et à sang, dans une ville qui est en ruine. Et ça permet de donner à Mannerheim une image beaucoup plus contrastée que la bête image du héros de guerre. Donc avec tout ce que je vous dis, vous pourriez penser que Liljeqvist, elle donne la part belle finalement aux communistes par rapport aux blancs. Et ce n'est pas le cas, car même eux finalement, ils sont décrits comme absolument pitoyables. Il y a même le portrait de Karl Marx qui se moque d'eux. Mais non, absolument personne n'est glorieux dans cette guerre. Personne n'est à sauver. Et c'est justement exactement ce que voulait raconter Liljeqvist avec ce film. Elle voulait ramener dans le débat public le sujet très tabou de la guerre civile. Car effectivement, c'est un sujet qui est très très peu évoqué par les Finlandais, qui en ont encore honte un siècle plus tard. Et l'image qu'elle donne de cette guerre, c'est finalement une image qui est très réaliste. Cette guerre a été un véritable massacre, où certes, les Blancs l'ont emporté, mais au final, il n'y a pas de gagnant. Ou plus exactement si, il y a un seul gagnant, et ce gagnant, elle le représente dans son film. C'est la mort. La mort, elle est représentée par le personnage de la faucheuse, et elle s'inscrit dans l'imaginaire pictural finlandais. Car Liljeqvist, elle fait une référence explicite aux travaux d'un grand peintre finlandais, Hugo Simberg, qui a produit toute une série d'œuvres représentant la mort dans différentes activités quotidiennes. Et en particulier, il est fait ici référence
à la mort en train de jardiner, ce qui est une vision très cynique de la mort domptant la vie. Car oui, en dehors de la mort, mais il n'y a pas de vainqueur dans cette guerre civile. Les villes sont en ruine, les personnages souffrent, les personnages sont obligés de renier leurs sentiments. Et voilà pour le film de la semaine, Le papillon de l'Oural, de Katrina Liljeqvist. Je trouve ça véritablement malheureux que l'essentiel de ce qu'on lit et de ce qu'on dit sur ce film, c'est lié à cette polémique stérile sur la représentation de Mannerheim, et en particulier sur la représentation de sa prétendue homosexualité. Parce que ce qui est intéressant dans le film, c'était vraiment pas cet aspect polémique, c'est vraiment ce qu'il raconte sur la guerre, mais aussi ce qu'il raconte sur les humains, et cette belle histoire d'amour, qui finalement pourrait être une histoire d'amour entre deux personnages quelconques, peu importe que ce soit Mannerheim. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle Mannerheim n'est jamais cité explicitement dans le film. Ce n'est pas du tout par peur, ce n'est pas du tout par respect pour le personnage, non, c'est véritablement pour nous montrer son aspect universel. Ce qui est aussi véritablement intéressant dans le film, c'est sa beauté plastique. Cette animation absolument magnifique, véritablement, ces marionnettes, elles sont incroyables. Le film, il est trouvable très facilement sur internet, soit en version finnoise, soit en version anglaise. Donc voilà, n'attendez plus, foncez voir Le papillon de l'Oural. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, riche en découvertes cinématographiques, et je vous dis à bientôt.